Bonjour à tous, c'est Cyril pour Limpers.com. Aujourd'hui, nous allons jouer sur 4 tables de NL100 sur Winamax. Et durant cette vidéo, nous allons aborder quelques points particuliers, dont les continuation bets, à savoir quel type de board est favorable à faire un continuation bet, avec quel type de main est-il préférable de checker derrière au lieu de faire un continuation bet. On aura également une discussion sur les différents types de joueurs que l'on peut rencontrer à cette limite, donc en NL100. Et à la fin de la vidéo, nous aurons une situation intéressante d'overbet, et on essayera d'aborder ce sujet, à savoir quand est-il intéressant de faire un overbet, que ce soit pour value ou en bluff. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo et nous allons passer sans plus attendre à l'action. Oups, en fait, voilà. Ça sera mieux comme ça. Alors, paire de 6 UTG. Nous allons évidemment relancer cette main. Nous allons relancer toutes les paires dans toutes les positions. Ce sont des mains qui peuvent toucher le board de manière très forte. Donc nous allons commencer à construire le pot dès nos actions préflop tout en essayant de garder l'initiative. Et sur la table numéro 2, avec paire de 5, donc après que le joueur en small blind ait 3 bêtes l'ouverture du bouton, on peut évidemment rien faire d'autre si ce n'est folder. Tout d'abord, le joueur en small blind a un stack beaucoup trop petit pour que l'on puisse payer et essayer de stacker une overpair en se basant sur nos cotes implicites. D'autant plus que si on vient coller, c'est également envisageable que le joueur au bouton 4 bêtes pour mettre le joueur en small blind à tapis. Donc ici, on va se mettre vraiment dans une situation inconfortable en payant avec paire de 5. Et nous n'avons pas grand chose à faire si ce n'est folder. Alors sur la table numéro 4, donc, nous allons relancer AC3 off en small blind contre le joueur en big blind. Et nous trouvons un board très favorable à faire un continuation bet. Un board 9-9 de rainbow avec absolument aucun tirage. Et sur ce type de board, si mon adversaire n'a pas un 9 ou n'a pas une paire en main, ça va être vraiment très difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main. Donc je fais un c-bet et m'attendre à prendre souvent le pot. Et pour ces raisons, je ne vais pas hésiter à continuation bet ce board avec absolument toute ma range. Pour évidemment prendre le pot très souvent. Sur la table numéro 4, nous allons évidemment relancer tous les as au bouton. Continuer à cultiver une image agressive. Alors sur la table numéro 1, ainsi que sur la table numéro 3, je vais relancer Dame Valet off et Roi Valet off. Alors, il faut savoir qu'il est plutôt conseillé de jouer tight en étant UTG, de manière générale en étant hors position. Ça va être assez difficile de pouvoir tirer du profit de la majorité des mains en étant hors position. Donc ici j'ai relancé ces deux mains, mais après coup j'aurais préféré les avoir foldées et c'est également ce que je vous conseille de faire. Vraiment essayer de jouer très tight en étant hors position. Sur la table numéro 3, je suis payé par le joueur qui est UTG plus 1. Et nous allons nous retrouver un heads up sur un board Roi 17, donc un board où je trouve top pair. Donc nous allons commencer par faire un continuation bet sur ce board. Et le joueur UTG plus 1 me relance mon continuation bet sur ce flop. Alors tout d'abord c'est très probable, c'est envisageable qu'il me relance sur ce board pour value avec une main type Broland 7, Broland 10 voire une double paire Roi 10. Mais c'est également possible qu'il me relance en semi-bluff avec des mains type Dame Valet, voire 8 et 9 pour des tirages de quinte par les deux bouts. Voire des gutshots type As-Dame, As-Valet ou Valet 9. Donc mon plan, à partir du moment où je suis relancé et en étant en position, mon plan sera de payer une fois et de réévaluer suivant son action turn. Il faut savoir que la majorité des joueurs, si leur raise est payé ici et qu'il a Dame Valet, il va avoir tendance à prendre une carte gratuite avec son tirage plutôt que d'essayer de me faire folder une main type top pair où il y a absolument, il s'attend peut-être pas à ce que je fold une main type top pair. Donc ici, à partir du moment où je suis relancé sur ce flop, je vais coller une fois et réévaluer suivant son action turn. Et sur la table numéro 1, donc justement vous pouvez voir pourquoi c'est difficile de jouer la majorité des mains en étant hors position. Donc ici je trouve middle pair sur un pot avec 3 joueurs, donc avec 2 adversaires. Quelque chose à noter néanmoins qui peut être intéressant, c'est que les continuation bets vont être beaucoup plus respectés sur des pots multi-way par rapport au fait que si vous étiez en heads up. Par exemple, si ce pot est en heads up, c'est envisageable que le joueur au bouton me paye mon continuation bet avec une main type As-Valet ou As-10 en étant en float. Par contre, du fait que le pot est multi-way, qu'il y a un adversaire à parler derrière lui,
Ils vont avoir tendance à jouer de manière straightforward et à folder des mains type As-Valet ou As-Dame sur mon continuation bet. Je m'attends pas vraiment à ce qu'il me relance également en bluff sur ce board, étant donné encore une fois il a un joueur à se soucier derrière lui qui peut se réveiller avec une vraie main. Donc du fait que mes adversaires vont jouer de manière assez straightforward sur ce flop, je vais faire un continuation bet ici. Donc sur la table numéro 3, le 10 qui double turn est plutôt une bonne carte pour ma main. D'autant plus que mon adversaire check derrière sur cette turn. Quand il check derrière, j'aurais tendance à ce qu'il prenne une carte gratuite avec son tirage, que ce soit Dame, Valet, 8 et 9, ou peu importe son tirage, je m'attends à ce qu'il prenne une carte gratuite avec sa main. Donc le 8 à la rivière est plutôt une blanque qui fait rentrer uniquement Valet 9 en tirage, voire peut-être 9-6. Mais la majorité des tirages ont raté sur cette rivière. Et ce qui ne va pas empêcher mon adversaire à miser un peu plus que la moitié du pot sur cette rivière. Alors du fait que tous les tirages ont raté, que ma main est également sous-représentée à partir du moment où j'ai checké le turn et la rivière, j'ai un call assez facile à faire ici. Et je suis assez surpris de voir que mon adversaire avait 4 et 3 pour absolument rien du tout. Pas de tirage, pas de paire, absolument rien du tout. Et justement, donc pour en revenir aux différents types de joueurs que l'on va pouvoir rencontrer en NL100. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que... Ah, je vais commenter la table numéro 4. Alors, j'isole un joueur qui a limpé ou qui a posté sa blind position. Voilà, qui a posté sa blind position avec Valet 7. J'aurais tendance vraiment à isoler les joueurs qui vont limper ou qui vont poster leur blind position de manière assez light. Le problème ici, c'est que j'ai pas remarqué que le joueur avait seulement 20$. Et l'ISO raise est un peu light avec Valet 7, avec seulement un joueur à 20$ qui peut limper Isoline. Donc ici, j'aurais préféré avoir foldé après coup si j'avais fait attention à son stack size. Néanmoins, quand on trouve un board avec deux piques et une overcard avec un joueur qui a seulement 16$ derrière, je vais miser ce flop et évidemment coller un tapis. Alors pour en revenir justement aux différents types de joueurs que l'on peut rencontrer à cette limite, si vous regardez cette vidéo, c'est que évidemment vous avez envie de progresser, de améliorer votre jeu, et il faut savoir que la majorité des joueurs qui vont jouer en NL100 seront plutôt des joueurs occasionnels, à savoir des joueurs entre guillemets des joueurs du dimanche qui vont pas forcément prêter une grosse attention à leur progression, qui vont essayer de progresser de manière vraiment conséquente. Et vous aurez également quelques types de joueurs donc qui vont commencer en NL100 pour essayer de progresser, monter vers d'autres limites. Donc vous allez avoir des joueurs qui vont être également agressifs. Donc par exemple le joueur qui nous a 3 bêtes avec 4 et 3 suited. Assez surprenant. D'ailleurs son raise ici. Mais d'une manière générale, la majorité des joueurs que vous allez rencontrer seront quand même des joueurs plutôt tight, plutôt weak. Donc intéressant d'avoir ça en tête. Et sur la table numéro 3, avec paire de 10 au bouton. Donc le joueur qui avait 4 et 3 tout à l'heure me 3 bêtes, me fait un min 3 bêtes. Alors du fait que j'ai vu la main précédente et qu'il avait 4 et 3, je m'attends à ce qu'il soit assez agressif. Je vais pas lui donner beaucoup de crédit ici. Donc ici, ce que je vais faire avec ma paire de 10, c'est que je vais 4 bêtes et partir à tapis avec ma paire de 10 face à un joueur qui évidemment a l'air de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc il me call mon 4 bêtes en étant hors position et on trouve un board 7-7-8, donc un excellent board où je vais faire un continuation bet et où évidemment je vais coller un tapis. Sur la table numéro 1, je relance paire de valet. Je suis payé par le joueur au bouton. Qui va me relancer sur mon c-bet. Et sur la table numéro 3, je relance valet 10 suited au cut-off. Je suis payé encore une fois par le joueur en small blind, donc le joueur agressif de la table. Un board où je n'ai absolument rien, mais où je m'attends pas à ce qu'il ait forcément grand chose, donc je fais un continuation bet. Alors sur la table numéro 1 avec paire de valet, donc encore une fois, sur ce type de board, il y a énormément de tirages, énormément de mains qui va me relancer en semi-bluff. C'est également envisageable qu'il me relance en bluff total. En ce qui concerne les mains qui pourraient me relancer pour value, ça serait essentiellement un brelan, type brelan 4, brelan 7 ou brelan 10. Je m'attends vraiment pas à ce qu'il me relance avec un simple 10, que ce soit As-10 ou Valet 10. Je m'attends pas vraiment à ce qu'il me relance avec ce type de main. Donc je vais plutôt me soucier soit d'un brelan, soit d'un tirage voire d'un bluff. Donc ici évidemment avec part de valet je vais coller et réévaluer suivant son action turn.
Alors sur la table numéro 3, je me fais relancer une nouvelle fois. Sur ce board, encore une fois, je m'attends pas à ce qu'il ait grand chose. Le problème c'est qu'avec Valet 10 avec aucun cœur, j'ai une equity très très faible si jamais je viens de payer, donc je vais folder, mais je ne fold évidemment pas un 8 face à ce joueur-là. Évidemment, je vais folder très très peu de mains sur ce board face à ce joueur-là, mais Valet 10, Valet haut, j'ai pas grand-chose à faire malheureusement si ce n'est folder. Alors sur la table numéro 1, on retrouve un 5 de trèfle turn donc qui complète quelques tirages et qui fait rentrer également un tirage trèfle backdoor. Mais c'est une carte qui va également assez souvent lui donner une paire. S'il a quelque chose comme 5-6 par exemple, ça va lui donner une paire. Le 10 à la rivière qui double, top pair qui double. Je pense absolument avoir quasiment tout le temps la meilleure main ici. Encore une fois, je m'attends pas à ce qu'il me relance avec seulement un 10 au flop. Il n'y a vraiment qu'une raison qu'il fasse ce type de relance. À partir du moment où il a checké la turn, le 5 ne lui a probablement pas donné une quinte. Sinon, il aurait continué à miser évidemment. Donc si la question se pose, est-ce que je check ou est-ce que je mise? Ici, j'ai décidé de miser. Le check aurait peut-être également été intéressant pour check call. Le problème, c'est qu'avec la top pair qui double, je pense qu'il va bluffer assez moins souvent. Du fait qu'à partir du moment où j'ai check call sans raise, je peux assez souvent avoir un 10 et il va très peu souvent essayer de me bluffer sur la rivière quand le 10 double. Donc ici, je préfère miser et essayer de lui faire un curious call avec par exemple un 5 qui lui aurait donné une paire. Qui tape LOL dans le chat et fold. Je sais pas exactement ce qu'il pouvait avoir. Alors sur la table numéro 3 avec paire de dames, donc il y a une situation vraiment très favorable face à un joueur qui n'aime pas folder, un joueur agressif, donc évidemment 3 bêtes pour value ici, et call un tapis s'il vient faire tapis. Malheureusement il va folder. Alors As-Valet sur la table numéro 2. On est seulement 4 joueurs à la table. On a un joueur qui relance UTG. Ici je vais folder. Après coup j'aurais préféré avoir payé. En collant, ça nous permet de garder toutes les As que l'on domine dans sa range. C'est-à-dire qu'il va évidemment relancer n'importe quel As avec seulement 4 joueurs à la table en étant en cut-off. Donc coller ça permet de garder As2, As4, etc. jusqu'à As-Valet dans sa range. Donc, ça nous permettra d'être dans une situation où on va le dominer post-flop si jamais un As ou un Valet vient à tomber. Ici j'ai foldé. Après coup j'aurais préféré avoir payé. C'est un peu trop taille de folder ici avec 4 joueurs As-Valet. Alors sur la table numéro 3, le joueur en small blind met 3 bêtes quand je ouvre au bouton avec As6. Malheureusement j'ai pas grand chose à faire. C'est une main qui va très souvent dominer post-flop, une main qui joue très mal post-flop. Donc je vais simplement folder. Sur la table numéro 1, donc un joueur au cutoff qui relance, je vais simplement payer avec paire de 7. Et sur la table numéro 3, donc ici je vais relancer 4 et 5 suited et c'est vraiment beaucoup trop loose, d'autant plus qu'on a un joueur très agressif qui est au bouton, qui va nous 3 bet souvent, qui va nous call souvent, on va être hors position face à un joueur qui aime faire des moves post-flop. Ici il aurait vraiment été profitable de folder cette main pré-flop. Alors sur la table numéro 1, donc avec paire de 7, et on est 3 joueurs à avoir ce flop, et le joueur qui a relancé pré-flop check ce board. Alors quand il check ce board, je m'attends à soit qu'il abandonne le coup avec une main type d'As 10 Valet ou As Roi, etc., qui a raté le flop et qui ne veut pas faire un c-bet face à 2 adversaires. C'est également envisageable qu'il check ce flop pour pot de contrôle avec une main type paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de Valet, voire un 6 de temps en temps. Donc ici, en étant en position, dernier à parler, je vais prendre un stab au pot. Et sur la table numéro 3, évidemment, je vais faire les 4 et 5 après la 3 bêtes du joueur au bouton. Pas grand chose à faire avec 5 haut. Alors, sur la table numéro 1, donc avec paire de 7 sur le board dame 6-2. Donc le joueur qui avait relancé, le joueur en small blind fold et le joueur qui avait relancé pré-flop va coller mon bet. Alors quand il colle mon bet,
déjà c'est assez surprenant qu'il call mon bet, j'aurais tendance à penser qu'il va folder assez souvent quand il check ce board. Mais quand il call mon bet, donc j'aurais plutôt tendance à le mettre sur une main assez faible, une main type paire de 8, paire de 9, qui aurait fait du pot de contrôle au flop, qui aurait pas envie de faire un c-bet face à deux joueurs, en ayant une overcard à sa paire par exemple, Euh, donc le valet plutôt une bonne carte à seconde barrel dans la mesure où s'il a paire de 8, paire de 9, c'est une carte, donc c'est une overcard encore une fois à sa paire, donc il va assez souvent folder sur un second barrel s'il a paire de 8, paire de 9. Donc ici, entre guillemets, je tourne un peu ma paire de 7 en bluff. Je vais essayer de lui faire folder une paire qui est légèrement supérieure à la mienne. Par contre, si à la place du valet, il y avait une carte inférieure au 6, ou si la dame avait doublé par exemple, une carte qui n'est pas forcément intéressante à second barrel, et donc c'est une carte inférieure au 6, donc c'est une carte qui va pas donner une overcard à sa paire. C'est par exemple la paire de 8 et qu'il y a un 5 qui vient au turn, c'est pas une carte qui va forcément lui faire peur. Donc j'aurais tendance à checker derrière, mais ici un valet c'est une carte intéressante à faire un second barrel pour justement lui faire folder des mains assez faibles mais qui sont supérieures à paire de 7. Donc il me call encore une fois, alors c'est vraiment assez surprenant. Il me call encore une fois sur ce turn. Alors j'aurais tendance vraiment à penser qu'il va folder quasiment toutes ses middle pairs sur mon second barrel s'il les a pas foldé au flop. Donc quand il a check call deux fois, je vais pas vraiment mettre un troisième barrel sur l'as. Ça serait pas forcément mal joué parce qu'il a assez peu souvent un as. Il aurait très probablement ses bêtes as dame ou il n'aurait pas call de street avec un as, à moins que ce soit as 6. Donc je m'attends pas forcément à ce qu'il ait touché l'as, mais néanmoins après qu'il m'ait collé deux fois, donc je vais pas faire un troisième barrel. Donc il avait dame 10 pour top pair avec un kicker moyen, et effectivement c'est un peu les mêmes mains que paire de 8, paire de 9. Ça aurait peut-être été intéressant de faire un troisième barrel sur cette rivière. Je suis pas sûr néanmoins qu'il fold parce que également ce qui est intéressant de remarquer c'est que je représente pas grand chose en 3 barrels ce flop, ce board. Quelquefois As-Dame, mais la majorité du temps je vais avoir tendance à checker cette rivière si je misais que ce soit Roi-Dame ou Dame-Valet. Donc le check la rivière ne m'embête pas plus que ça. Et sinon, pour deux trois mots par rapport à son play avec Dame 10, c'est un joueur qui va être agressif, qui va value bet fine, et qui va vous mettre de la pression post-flop. Ça peut être intéressant quelquefois de justement checker des mains avec de la showdown value, avec des mains avec lesquelles vous allez check call les 3 streets. Donc comme il l'a fait ici avec Dame 10, face à un joueur qui est agressif post-flop, ça peut être une ligne qui est très intéressante à utiliser. Sur la table numéro 4, donc je vais relancer Dame 10 off en small blind par rapport avec le joueur en small blind. Et donc on trouve un tirage quinte par les deux bouts. On va évidemment faire un continuation bet sur un board qui touche plus notre range que la sienne. Et sur la table numéro 3, je relance AC9 au cutoff. Donc je suis payé par le joueur au bouton. Alors je fais un c-bet sur ce board Dame 7-8. Et je suis payé, la turn est un 7, donc qui n'est vraiment une carterie pour faire un second barrel. Si jamais il a une dame, il va assez peu souvent folder. S'il a un 8, c'est possible qu'il fold, mais c'est pas certain. Il va peut-être également me relancer en bluff des tirages. Par exemple, s'il avait un tirage carreau flop, c'est possible qu'il me relance au turn quand le 7 double. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise carte à faire un second barrel bluff ici, donc je vais simplement check et folder cette turn. Et c'est également le type de board où c'est envisageable de checker directement et de folder. C'est un board qui va toucher de manière plus ou moins forte sa range de call au bouton. Donc ici le check fold ici, pas faire un c-bet, n'est pas horrible du tout. Et sur la table numéro 2, je relance perdu ce bouton avec un joueur avec seulement 20 blinds de bouton. J'aurais collé un tapis évidemment. Alors paire de 7 sur la table numéro 3. Donc on trouve un board avec deux overcards. Et justement je voulais discuter un petit peu du c-bet et avec quel type de main est-il préférable de justement checker checker ce flop pour pot de contrôle par exemple. Donc ici avec paire de 7, je préfère faire un c-bet
et essayer de prendre le pot tout de suite. Le problème avec paire de 7, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cartes que je veux voir au turn qui vont vraiment améliorer ma main, à moins que ce soit un 7, donc ça fait seulement 2 outs. Ici, il est préférable de faire un c-bet et d'essayer de prendre le pot tout de suite. Par contre, avec une main type As-Valet ou Valet-10 par exemple, ça peut être intéressant de justement de checker derrière, parce qu'on a souvent la meilleure main, mais c'est assez rare qu'on va se faire payer par moins bien. Donc autant avec un Valet par exemple, on peut se permettre de donner des cartes gratuites, et à la limite, il y a pas mal de cartes qui vont pas vraiment nous embêter si jamais il check derrière. Le problème avec paire de 7, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes qu'on veut voir au turn. Donc ici, je vais préférer faire un c-bet ici dans cette situation-là. Sur la table numéro 4, relancer Roi-Dame suivi de UTG. Et malheureusement, donc après un 3-bet du joueur au bouton, avec un joueur qui a seulement 40 blinds, nous allons simplement folder. Alors As-Dame sur la table numéro 3, nous relançons et prenons le pot. Ici sur la table numéro 1 avec paire de 2. Donc nous allons payer la relance UTG avec paire de 2. Nous trouvons un board 5-5-7. Et si le joueur qui a relancé UTG vient faire un c-bet, je vais simplement folder sur ce board. Ça va être très difficile de pouvoir jouer cette main jusqu'à la rivière. Le problème, c'est que évidemment, en relançant UTG, il aura une range assez forte composée de paires qui sont évidemment supérieures à paire de 7. C'est également envisageable qu'il soit agressif sur des overcards au turn. Par exemple, si un valet vient au turn, c'est envisageable qu'il second barrel, par exemple avec As-Roi, As-Dame, etc. D'autant plus que notre main peut être counterfeit, c'est-à-dire qu'un 7 peut également être vraiment défavorable à notre main en nous donnant le nut low. Voilà, donc ici paire de 2 sur un board 7-5-5. C'est un board semi-favorable pour ma main, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de face card sur ce board, mais néanmoins je vais folder sur un c-bet de mon adversaire. Et il s'avère qu'il check derrière et que j'arrive à trouver donc une excellente carte pour ma main. Alors quand mon adversaire a checké sur ce flop, je m'attends à ce qu'il ait une main généralement assez faible. Une main qui a de la showdown value mais qui est assez faible, que ce soit une main type Ace-High, par exemple s'il a As-Roi et qui décide de passer bet ce flop en estimant qu'il a la meilleure main ou qu'il ne sera pas payé par moins bien. Donc c'est également peut-être possible qu'il check back avec une main type paire de 6, voire enfin quoi que je m'attends à ce qu'il se bet un 7 la majorité du temps, mais je m'attends à ce qu'il ait une main avec de la showdown value mais qui soit assez faible. Et quand il me paye mon bet au turn, le problème c'est qu'ici un check raise serait vraiment très mauvais dans la mesure où il va checker quasiment 100% du temps à sa rivière. Donc ici le check raise n'a pas vraiment de sens. Pas grand chose à faire si ce n'est miser et espérer qu'il nous call light. Ici avec Ace-High par exemple. Mais bon, malheureusement notre adversaire a probablement une main très faible. Donc on va avoir du mal à pouvoir rentabiliser notre full ici. Donc à C5, nous allons évidemment folder sur la table numéro 1. Alors, sur la table numéro 3. Voilà, donc nous commençons à être assez deep face au joueur qui est à notre droite directe. Donc face à un joueur assez deep, je vais commencer à lui mettre un peu plus de pression à 3 bêtes, essayer de le cibler un peu, essayer de le 3 bet fréquemment. Pour justement lui mettre un peu de pression, on est assez deep. Donc je vais essayer d'en profiter. Sur la table numéro 4, une relance tout à fait standard évidemment avec As-Roi, malheureusement nous n'avons pas d'action. Alors sur la table numéro 4, donc comme je le disais, on a un joueur qui limp et je vais avoir tendance à isoler les joueurs qui limp de manière vraiment très light. Donc ici, 9 et 4 suited. On va relancer. L'idée c'est que le joueur va souvent coller, va souvent folder sur un continuation bet au flop, donc ça va me permettre d'avoir comme ça des gains non négligeables. Et
Il est également possible que l'on trouve un flop miraculeux comme celui-ci. Alors, sur la table numéro 3, donc je relance dame 9 suitie du TG, je suis payé par deux adversaires, et on trouve un board très très dry, un board où mes adversaires ne vont pas avoir grand chose sur ce board, et encore une fois, du fait que le pot est multi-way, mes adversaires vont jouer de manière straightforward, et s'il a quelque chose comme paire de 6, paire de 7, je m'attends à ce qu'il fold sur mon c-bet, très très souvent. Donc ici, je vais faire un continuation bet ici avec absolument rien, mais simplement le fait que mes joueurs vont jouer de manière straightforward dans un pot multi-way. Ah non, ah oui, voilà, je me souviens, oui. Le problème, en fait, voilà, c'est ça. C'est que sur cette main, et face au joueur qui est au bouton, qui, comme on l'a vu durant, durant la vidéo jusqu'à présent, il est vraiment très agressif, assez loose. Et voilà, du fait de ce joueur-là, je n'ai pas c-bet ce flop. Mais mon standard serait de c-bet face à deux adversaires si jamais ce joueur-là n'était pas dans le pot. Voilà. Mais bon, effectivement, oui, face à ce, je me sais que ce joueur-là ici, je vais simplement checker, folder. Voilà, c'est important d'être conscient de vos adversaires à la table, essayer de justement jouer de manière différente si tel joueur est dans le pot ou si tel autre joueur est dans le pot. Et ici, avec ce joueur-là qui vraiment nous donne aucun crédit, qui est très agressif, qui relance beaucoup de mains, qui nous relance beaucoup de nos c-bets, il est préférable de ne pas c-bet ce flop en ayant totalement raté le flop. Mais face à des joueurs qui vont jouer de manière un peu plus straightforward, le c-bet est plutôt intéressant ici. Alors sur la table numéro 3, nous allons relancer 10 et 8 suites de boutons. Et nous trouvons un board roi 5 4 rainbow, un board que nous avons totalement raté, mais un board très bon à faire à continuation bet. Mon adversaire aura souvent des mains très faibles sur ce board. Alors, quand il me relance sur ce board, donc on a vu qu'il nous avait relancé déjà avec 4 et 3, et sur d'autres mains où il avait été assez agressif, que ce soit pré-flop et post-flop, et sur ce board, il y a très peu de mains qui va relancer pour value. Quelquefois, il aura un brelan de 4, un brelan de 5, mais évidemment, on peut pas réduire sa range à ce type de main du fait qu'il est tellement agressif. Il va assez peu souvent relancer un roi, parce qu'il aura très peu souvent un As-Roi qu'il aurait 3 bet pré-flop, voire Roi-Dame qu'il aurait 3 bet pré-flop. Donc s'il a une main type Roi-Valet, Roi-10, c'est assez peu probable qu'il me relance sur ce flop. Donc ici, quand il me relance, j'aurais tendance à le remettre assez souvent sur un bluff. Et si j'avais un Roi, par exemple si j'avais Roi-Dame ou As-Roi, je collerais simplement son 3 bet pour essayer de le laisser continuer à bluffer. Ici par contre avec 10 haute, évidemment je vais pas laisser continuer à bluffer, mais je vais essayer de le rebluffer. Donc ici je vais faire simplement un min-raise. Du fait que mon adversaire aura vraiment assez peu souvent une main solide sur ce board, je m'attends à lui faire folder très souvent sur son raise bluff. Alors ici, valet dame off sur la table numéro 2, j'ai foldé face à l'ouverture du cutoff qui a seulement moins de 50 big blind. S'il avait été à 100 BB deep, c'est envisageable de coller ou de 3 bêtes, mais ici face à un joueur tellement short stack, malheureusement, on peut pas faire grand chose. C'est une main qu'il préfère de folder pré-flop. Alors sur la table numéro 2 là, on a le joueur qui avait les as qui a 4 bêtes seulement à 54. Et généralement quand vous allez voir justement ces petits 4 bêtes, généralement c'est des mains tout le temps énormes. Si votre adversaire avait As-Roi par exemple, il va justement essayer de maximiser sa fold equity en faisant tapis. Donc quand il fait seulement un 4 bet vraiment très faible, c'est très souvent avec une main énorme type les rois ou les as. Mais bon, il avait seulement 37 $ derrière après avoir 3 bêtes à 33. Donc c'est assez difficile de folder. Mais ici, voilà. Il allait souvent être dans une situation 1,80-20 avec part de valet. Alors sur la table numéro 3, donc encore une fois, face à un joueur qui est à 200, en un stack effectif 270 big blind deep. Donc ici, je vais pas hésiter à mettre énormément de pression à mon adversaire. Et le 3 bet vraiment très très souvent. Sur la table numéro 1, un joueur en small blind qui relance évidemment As-Roi, je vais 3 bet et partir à tapis avec cette main. En bataille de blind,
Vos adversaires ne vont pas vous donner beaucoup de crédit sur vos relances, d'autant plus que j'étais assez agressif jusqu'à présent. Donc ici As-Roi, c'est vraiment le top de ma range et je vais pas hésiter à partir à tapis. Pour revenir sur la table numéro 3, donc j'ai 3 bêtes 6 et 9 suited après l'ouverture du cutoff du joueur qui était assez deep avec moi. Et vous avez pas remarqué qu'il vient de partir instantanément après mon 3 bêtes. Et je sais pas si s'il est parti parce qu'il avait quelque chose d'autre à faire ou si sa session était finie, ou simplement parce qu'il était à la droite d'un joueur agressif. Et si c'est le cas, c'est plutôt une bonne chose. Si jamais vous commencez à être deep face à un joueur qui est également deep, qui est à votre gauche directe, quelquefois il est préférable de partir. La position est vraiment très importante quand vous allez être deep. Si jamais votre adversaire vous met beaucoup de pression, que ce soit pré-flop et post-flop, euh, c'est vraiment pas une mauvaise chose de partir et de chercher une nouvelle table. Alors sur la table numéro 4, on a le joueur qui limp. Encore une fois, je vais l'isoler avec absolument beaucoup de mains. Alors, donc il me call alors que j'ai paire de 4. Et encore une fois, donc on retrouve la situation un peu similaire quand on avait paire de 7 tout à l'heure. Ici avec paire de 4, j'ai pas vraiment envie de voir une turn, parce que la majorité des turns vont plutôt être défavorables à ma paire de 4. Donc ici il est préférable de faire un c-bet et prendre le pot. Mais si jamais j'avais touché ce board, par exemple un valet, encore une fois un valet ça peut être intéressant justement de checker pour pas de contrôle, ajouter un peu de deception value, c'est à dire que en checkant c'est envisageable que mon adversaire essaye de bluffer le turn ou la rivière, mais si avec paire de 4 j'ai pas vraiment envie qu'il essaye de bluffer parce que ça va être assez difficile pour moi de pouvoir le payer jusqu'au bout, donc je préfère me rendre la décision vraiment facile et faire un c-bet sur ce board. Alors sur la table numéro 3, donc on est en train de faire un heads up. J'ai été 3 bêtes plusieurs fois, malheureusement avec aucune main pour pouvoir me défendre, donc je vais simplement les folder. Et sur la table numéro 2, donc je relance Dame 10 de carreau en small blind, le joueur au big blind me 3 bêtes. Encore une fois, le 3 bêtes en position est vraiment une arme redoutable. C'est assez difficile pour moi de faire quoi que ce soit avec Dame 10. Euh, c'est assez délicat de simplement payer parce que je vais rater la majorité des flops et que je vais devoir check folder la majorité des flops, d'autant plus que mon adversaire me 3 bêtes probablement avec une range assez large. Donc même en touchant le flop de manière assez forte, je vais assez peu souvent pouvoir rentabiliser ma main. Donc je préfère simplement folder pré-flop. Donc la table numéro 3 a cassé. Nous allons ouvrir une nouvelle table. Alors sur la table numéro 4, nous allons relancer As-6 off en small blind contre le joueur en big blind. Et malheureusement, encore une fois, on va continuer à jouer solide, pas grand chose à faire, nous allons simplement folder. Sur la table numéro 1, nous allons relancer Dame 6 de trèfle. N'importe quelle suited card en gros. Alors sur la table numéro 3, avec Roi 6, le joueur limpé au bouton. Et je trouve une paire de 6, un board assez dangereux. Je préfère checker et essayer de voir un showdown pas cher avec ma main. Sur la table numéro 1, donc je relance Dame 3 suited au bouton quand on est un heads up. Ici je vais faire une erreur, je vais checker ce flop. Le problème c'est que j'ai pas remarqué, voilà pour être honnête, j'ai pas remarqué que j'avais Dame 3, je pensais que j'avais quelque chose comme Dame 4 ou Dame 5. Et j'ai opté pour un check pour pas de contrôle. C'est-à-dire checker ce flop,
j'ai pas vraiment envie de me faire check raiser en misant ce flop. Si enfin, encore une fois, en considérant que j'ai dame 4 parce que j'ai dame 3 et j'ai fait une erreur, j'ai mal lu le board. Alors si on a dame 4 par exemple, on n'a pas vraiment envie de miser ce flop et de se faire check raiser, peut-être intéressant justement de checker pour pot contrôle, c'est-à-dire que on va checker ce flop. Notre adversaire va quelquefois prendre ce check pour de la faiblesse et essayer de nous bluffer. Donc ici on va pouvoir utiliser notre main en tant que bluff catcher, c'est-à-dire au lieu de miser notre dame pour value et essayer de se faire payer par moins bien, on va plutôt checker et essayer de faire bluffer notre adversaire. Et bon, ici par contre avec dame 3 évidemment on mise évidemment pour value parce qu'il y a énormément de mains contre lesquelles on va justement évidemment se faire payer par moins bien. Le roi qui double est plutôt une mauvaise carte pour ma main en tant que telle, mais une bonne carte dans la mesure où je m'attends encore assez souvent à avoir la meilleure main. Et justement, donc en ayant checké, ça a permis d'induire un bluff de 5 et 6. Ce qui est plutôt intéressant. Mais si j'avais misé le flop, il aurait quelquefois check raise, j'aurais pu partir à tapis avec ma double paire. Mais bon, il faut évidemment bien lire le board, c'est important. Alors sur la table numéro 4, je relance 8 et 10 suitiers dans bataille de blind contre le joueur qui est en big blind. On trouve un board roi valet 3 où j'ai absolument rien du tout. Et je décide de faire un c-bet sur ce board. Quelquefois ça peut être intéressant de simplement checker et de folder parce que l'adversaire ne va évidemment pas folder un gros trèfle ou une paire sur ce board. Peut-être sur plusieurs barrels, mais bon, c'est quand même assez délicat, c'est plutôt dangereux. Alors, au turn, je trouve un 10, donc il me donne une paire, mais évidemment, il y a 4 cartes pour la flush, pardon. Encore une fois, je m'attends pas vraiment à lui faire folder un trèfle en bataille de blind, donc je vais simplement checker, abandonner le coup s'il vient miser. Par contre, il s'avère qu'il check derrière. Et en essayant de reconstituer la main, donc le joueur qui m'a simplement collé au flop ne m'a pas relancé. Il aurait peut-être quelquefois tendance à relancer avec l'as de trèfle par exemple, ou tendance à miser le turn avec un bon trèfle la majorité du temps. Donc ici, quand il a collé mon bet au flop et checké la turn, je m'attends pas forcément à ce qu'il ait une main très forte, je m'attends à ce qu'il ait une main plutôt faible même. Et du coup, justement, c'est une situation intéressante d'overbet. C'est envisageable de faire un bet standard, par exemple à 10$. Le problème, c'est qu'avec un bet à 10$, il va assez peu rarement folder le 8 de trèfle. Par exemple, si jamais il a valet 8 avec le 8 de trèfle, il va assez peu souvent folder le 8 de trèfle. Alors que si je fais un overbet, il va très souvent folder. En fait, je m'attends à ce qu'il fold absolument tout le temps, à moins qu'il ait slow playé, par exemple, la note flush draw. Mais ici, en faisant un overbet, justement, c'est que je vais lui faire folder tous ces trèfles moyens qu'il aurait collé pour un bet standard. Ici, qui vont folder à la rivière si jamais je viens faire un gros bet. Donc ici, c'est ce que je décide de faire. Donc je vais miser. Voilà, donc je décide de miser 25 dans 14, faire un gros overbet. Ça polarise un peu ma range dans la mesure où quand je mise 25 dans 14, c'est soit je suis énorme, soit je suis en bluff, parce que jamais je vais miser 25 dans 14 avec par exemple le 9 de trèfle. Donc ici en misant énormément, ça polarise ma range, mais ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main s'il n'a pas la dame de trèfle en gros, ou un assez gros trèfle. Alors justement pour parler des overbets, ça peut être intéressant. Donc justement ici dans cette situation où la range de mon adversaire était globalement faible, et où il allait probablement pas folder un trèfle sur un bet. C'est un bet standard, 3 quarts du pot, il allait pas folder, donc ici ça peut être intéressant. Et justement pour rediscuter un petit moment des overbets pour value, ça peut être intéressant justement d'overbet pour value quand justement au contraire vous estimez que la range de votre adversaire est vraiment très forte. Par exemple, imaginons que vous relanciez au cut-off, non, que vous relanciez au bouton, que vous êtes payé par un joueur en blind, que le board vient roi de 2 et que vous ayez paire d'as. Donc vous relancez roi de 2 par exemple, vous relancez paire d'as, vous êtes payé, le board vient roi de 2. Vous faites un c-bet, votre adversaire vous paye, donc c'est un board roi de 2. La turn est par exemple un 4. Donc vous misez encore une fois, votre adversaire vous paye encore une fois. Quand il vous paye encore une fois, il a très très souvent un roi, que ce soit roi dame par exemple, ou roi valet, ou quelque que ce soit. Enfin, il a souvent un roi quand il paye 2 barrels sur ce board. Donc quand par exemple la rivière vient un 2, donc qui donne un board roi 2 2 4 2, donc n'importe quel roi fait un full et que vous ayez paire d'as. Ici c'est intéressant de faire un overbet tapis par exemple, parce que vous estimez que votre adversaire a très souvent un roi, qu'il a très souvent un full et qu'il aura très souvent une main qu'il aime bien, une main qui va assez peu souvent folder pour un bet standard ou pour un overbet. Donc au contraire ici ça peut être intéressant justement de faire un overbet pour value avec la paire d'as.
Donc c'est vraiment important justement d'estimer la range de votre adversaire, de déterminer dans quelle mesure elle est forte et dans quelle mesure elle est faible. Et si jamais vous estimez que la range de votre adversaire est très forte et que vous avez une main encore plus forte que ce que vous estimez qu'il est, donc ça peut être intéressant justement dans certaines situations de faire des overbets en bluff. Alors sur la table numéro 3, on va 3 bêtes avec As-Valet, l'ouverture du cutoff, il va folder. Assez vite sur la table numéro 2. Donc relançons et prenons le pot. Voilà, donc nous allons rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. C'était Cyril pour limpers.com. Bonne chance aux tables. Bye bye.